Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Oser être soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Annabelle. Bonjour Annabelle. Merci, Bonjour. d'avoir accepté de participer à cet épisode. Alors la première question que je pose à tous mes invités, c'est pouvez-vous vous présenter de la façon dont vous le souhaitez? Donc je m'appelle Annabelle, je suis donc originaire de France, Normandie et donc je vis en Australie depuis un peu plus de 13 ans. On a déménagé à 5, il y a à peu près 13 ans, on habitait en Bretagne à l'époque. Donc en quelques mots, voilà comment je me présenterai. Avant de parler un petit peu de votre, parcours, d'immigration en Australie, je voulais savoir, à quoi ressemblait votre vie en France? Dans quelle situation vous étiez? Est-ce que vous travailliez? Est-ce que vous aviez, donc des enfants? Quel âge avaient-ils et cetera? Oui, j'avais 3 enfants, dont le dernier donc avait 6 mois. Ma vie, en France, c'était assez classique. Un mari, des enfants, une maison, une vie assez classique. Moi, j'étais auto-entrepreneur, à l'époque et puis mon conjoint était ingénieur en fait, ingénieur militaire. Et alors, comment l'opportunité de venir s'installer en Australie s'est-elle présentée? Est-ce que c'était, une décision commune? Alors comment ça s'est passé? En fait, il a été mon ex-mari avait été, invité à un colloque en Australie, à peu près 2 ans avant notre départ et donc son profil, intéressait, des personnes, qui étaient dans la construction navale, ici à Adélaïde. Donc il lui proposait, bah, si ça l'intéressait, un contrat quoi pour travailler chez eux. Donc voilà, on en a parlé, ensemble. On a toujours, plus ou moins évoqué l'idée de d'avoir une expérience à l'étranger, mais on savait pas ni où, ni comment, ni quand exactement. Donc voilà, on va dire que ça se présentait. Les enfants étaient, encore assez jeunes, donc c'était assez facile de les bouger au niveau scolaire et nos parents étaient encore assez jeunes aussi, donc voilà, c'était un bon créneau, on va dire. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, on va dire une opportunité, professionnelle qui a fait que on a ouvert la porte. Oui, c'était un accord, commun. Je me suis dit, voilà, moi, l'Australie, c'était pas forcément, un pays qui me faisait rêver ou dans lequel j'avais envie d'aller m'installer. Donc voilà, j'étais plutôt, suiveuse, on va dire. Vous êtes, tout de suite partis dans l'idée de vous installer, plusieurs années ou, c'était vraiment temporaire? Est-ce que vous avez tout de suite entrepris un parcours d'immigration? Comment ça s'est passé? En fait, on a eu beaucoup de chance parce que comme, c'était l'entreprise qui voulait faire venir, mon conjoint, on a tous eu la résidence permanente, directement. Donc on a eu beaucoup de chance, à ce niveau-là. On n'a pas eu besoin de galérer au niveau des visas et cetera. Et donc au bout de 4 ans, on a pu devenir citoyen australien, et avoir notre, passeport australien. C'est vrai qu'au départ, on se pose un peu la question pendant les 2, 3, 4 premières années, combien de temps on reste? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on repart? Et on n'avait jamais vraiment la réponse. On a arrêté de se poser la question et puis, bah, voilà, ça fait 13 ans que on est là. Oui, donc ça je pense qu'une fois enfin, on avait vendu notre maison aussi, en France, toutes nos affaires étaient ici, donc c'est peut-être plus compliqué dans ces cas de repartir, de tout redéménager. Vous, d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui vous a peut-être, plu immédiatement en Australie ou au contraire déplu? Heu, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Bah, en tant que bonne française, c'est la nourriture. Oui. Ça, c'était pas facile, quand je faisais les courses, je savais pas trop quoi acheter au départ. J'avoue, je revenais avec pas grand-chose. Donc ça, il a fallu, oui, vraiment un tour d'adaptation. Les lunchbox, pour l'école parce qu'il y a pas de cantine. Donc ça, c'est pareil, c'était, on savait pas trop quoi mettre dans cette lunchbox. C'est un peu particulier. Le fait qu'il y ait pas d'école maternelle, non plus comme en France où les enfants peuvent aller à l'école, de 3 ans avant le CP. Donc il y a pas ça. Alors il y a un système ils appellent ça le Kindy, mais c'est pas tout à fait pareil parce qu'ils les préparent pas à l'écriture. C'est pas le même enseignement. Ou alors il y a, des écoles Montessori, mais c'est très cher. C'est toujours une alternative, mais voilà, ça c'était une grosse déception pour moi. Donc après, c'est vrai que pour s'adapter, pour, travailler, en tant que conjointe, suiveuse, c'est quand même assez compliqué vu que, ben, le tarif
de la garderie, par exemple, le childcare, c'est quand même beaucoup plus cher qu'en France. Donc, avec un seul salaire, enfin, dans ce cas, il y aurait 2 salaires, mais bon, ça veut dire qu'en gros, on travaille, mais on paye juste le childcare, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ce genre de choses. Qu'est-ce qui m'a plu? Ben, le climat, pas l'été, mais Mmh. ce qui fait trop chaud, mais sinon, c'est bien. Le bord de mer est très, très beau. Vous êtes installés directement à Adélaïde pour les auditeurs qui nous écoutent? Oui, 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 oui. On a été directement, on est venu directement à Adélaïde et on est resté à Adélaïde. Ouais. Donc le climat vous a plu et est-ce que vous vous êtes rapidement sentis chez vous ou il a fallu vraiment un temps d'adaptation? Il faut un temps d'adaptation parce que bon, déjà il y a la langue qui n'est pas la même et puis même si on parle anglais, bon, ben, c'est quand même très différent de passer une soirée en anglais, c'est pas comme passer une soirée en Ah oui. français. Mais c'est vrai que dans les beaux côtés, ben, les Australiens sont quand même des gens agréables au quotidien, ils sont souriants, ils sont assez heureux de vivre et c'est assez facile de discuter avec des gens et de rencontrer des gens au quotidien. Je trouve que la vie, elle est quand même très agréable. Et puis le service à la personne, tout ce qui est administratif, etc., je trouve que c'est quand même beaucoup plus rapide et plus efficace qu'en France. Peut-être pas pour tout, mais en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai jamais eu de gros problèmes d'attente ou de choses qui n'arrivaient pas ou où je devais revenir 2 ou 3 fois pour un truc. C'était passe pas, quand je trouve que c'est assez pratique. Leurs sites web sont toujours bien faits. Puis même, enfin, ce système où les jeunes peuvent travailler dans les supermarchés, tout ça, le dimanche et tout ça. Enfin, tout le monde est content de travailler. Il y a pas de personne fait la tête à la caisse, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez agréable. Vu que l'école commençait tard, donc, en fait, on avait 2 jours par semaine de garderie, genre de childcare au départ. Et puis, c'était aussi pour travailler un peu ou alors, avoir aussi un peu de temps pour, moi, du coup. Et puis sinon, non, j'ai fait des choses plus bénévoles. J'ai par exemple, j'ai animé un playgroup en français pendant 5 ans à l'Alliance française d'Adélaïde. Ça s'appelle un playgroup parce qu'en fait les enfants, ici, on va dire entre 0 et 5 ans peuvent se retrouver au sein de playgroup. Donc ce sont des groupes pour, jouer où ils sont accompagnés de leurs, parents ou de leurs grands-parents ou de la personne qui prend soin d'eux. Donc là, c'était un playgroup mais en français, donc avec des activités en français. C'était assez populaire. Ça vous convenait, cet équilibre, beaucoup avec les enfants du coup? Oui, ben, en général, c'est un peu ce qui se passe pour l'un des 2 conjoints. Il y en a un gros, un qui travaille et puis l'autre Oui. qui s'occupe un peu de la maison, sachant qu'en plus, ben, leur papa, enfin le père de mes enfants partait souvent quand même en déplacement. Alors pas toujours, pas tout au début, mais après oui, donc Oui. il fallait quand même toujours être là et puis aussi, tout simplement parce que d'un côté pratique, l'école finissant à 3h15, ben, ouais, il faut être là, quoi. C'est encore, une histoire de coût. Après, ils peuvent aller effectivement à ce qu'on appelle Hoche, donc la garderie, après l'école et ça inclut aussi donc pour 2 ou 3 enfants, voilà et puis après il y a les activités, extrascolaires, donc faut les emmener, à droite et à gauche. Fallait quand même être assez disponible quand ils étaient plus jeunes, ouais. Et justement aussi, le fait d'être, loin de votre, famille, de vos parents et cetera, vous n'aviez pas forcément le soutien, familial qu'on pourrait avoir quand on est dans son pays. Est-ce que vous avez, ressenti peut-être de la solitude, autour de ça? Oui, oui, à certains moments. Alors, on n'habitait pas non plus dans la même région que nos parents, donc on va dire qu'on était habitués déjà, à ça. Mais, la différence, c'est que bon, ben, pendant les vacances scolaires, on pouvait aller, un peu chez les grands-parents, donc oui, ça, c'était un peu différent. C'est vrai qu'il y a de toute façon, oui, pas de soutien, de ce côté-là, où on peut pas partir en week-end en laissant à nos parents. C'est vrai que ça manque, ouais. Et du coup, pour parler un petit peu plus de vos enfants, si c'est OK pour vous, comment vos enfants, du coup, ont vécu ce changement de pays? Il y en a un qui était, très, comment dire? Flexible, très souple, enfin, il pouvait s'adapter, un peu plus facilement que l'autre. L'aîné, ça a été un petit peu plus dur émotionnellement pour lui. Il avait des moments où peut-être qu'il avait un peu le mal du pays, on sait pas trop. Il se sentait pas très bien, il voulait pas aller à l'école. Enfin, c'était un petit peu difficile pour lui parfois. Ils avaient quel âge, pardon, quand vous êtes, 9 ans et demi. 9 ah, ans et demi quand ils sont arrivés. Il était déjà assez grand, ouais. Donc je pense qu'il y avait, voilà, le fait
de plus avoir ses copains et ses repères d'avant, et cetera. Donc ça a été un peu plus difficile pour lui. Après, quelques mois, bon, ça s'est passé et donc ils sont restés pendant 6 mois dans une école, où ils suivaient un programme d'anglais, intensif pour pouvoir, continuer en mainstream juste après, suivre le programme anglais dans une école, lambda, quoi. Ils ont assez vite, parlé anglais, sans difficulté. Oui, c'était assez naturel, on va dire. Pour eux, ça s'est bien passé. Donc ils ont quel âge, vos enfants? Donc aujourd'hui, l'aîné a 22 ans et le deuxième a 20 ans et le troisième 14 ans. Ils se sentent forcément français, mais ils ont envie de rester, dans l'avenir en Australie? Ou alors ils peut-être de revenir en France? Oui, alors ils se sentent, et français et australiens parce que bon, ils sont quand même intégrés à la culture australienne par la force des choses, mais ils ont quand même une forte identité française, enfin, de par leurs, origines et leurs parents. Puis la langue qu'on parle toujours français à la maison. Oui, alors il y en a un qui est reparti en France, depuis quelques mois, donc lui, il a choisi de repartir parce qu'il se sent bien en France et que voilà, il avait envie de repartir et D'accord. puis, pour l'instant, bah, les 2 autres sont en Australie. Il y en a un qui est en high school, donc faut qu'il termine sa scolarité avant au moins 18 ans et puis le 2e, lui, il fait des études de physio, de kiné. Donc voilà, il est encore en train de il a pas terminé encore son cursus, il en a encore pour 3 ans, donc Est-ce qu'il y a des choses, qui vous ont surprises dans le système scolaire australien, qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'on a en France? alors je connais bien les 2 systèmes parce que j'étais quand même assez impliquée dans l'école en France les premières années avec le 1er et le 2e un petit peu. Puis et ici aussi parce que j'ai travaillé un peu dans une école. Oui, c'est surprenant parce que c'est pas aussi académique, qu'en France, ça c'est sûr. Mais il y a des choses très positives parce que, par exemple, prise de la parole en public, c'est quelque chose qu'ils intègrent très, très rapidement. C'est-à-dire que dès la réception, il y a ce qu'on appelle les assemblies. Je crois que c'est à peu près tous les mois et ils font une assemblée donc en général, ça se passe dans la gym et dans la salle de sport et donc il y a toute l'école qui assiste et les parents peuvent assister aussi et donc il y a à chaque fois, 1 ou 2 classes qui présentent, quelque chose, un projet sur un thème particulier et cetera. Donc les enfants sont invités à parler dans un micro devant tout le monde, et donc ça donne énormément de confiance en eux. Il y a aussi beaucoup de travail au niveau du relationnel, au niveau de comment, on s'apprécie les uns les autres, comment on vit ensemble, à l'école et alors, par exemple, les problèmes de ce qu'on appelle les problèmes de bullying, tout ce qui est harcèlement et cetera, c'est pris très, très, très au sérieux et donc ça, ce sont des choses très positives parce que, voilà, on sent que les enfants sont Non. quand même, Ouais. assez protégés et assez responsabilisés au niveau de leur comportement, s'il y a des dérives envers quelqu'un ou voilà, quelqu'un, par exemple, comme il y a beaucoup de nationalités différentes ici, ils font évidemment très attention aux problèmes, qu'il pourrait y avoir au niveau du racisme ou des choses comme ça. Donc, voilà, donc c'est quand même très, très ouvert de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'après, académiquement, pour nous Français, ça peut être un peu choquant parce qu'on est habitué à rester assis, 8 heures sur une chaise à écrire ou à écouter quelqu'un, alors que là, il y a un peu plus d'interaction. Il y a des groupes de partage aussi où souvent dans les petites classes, les enfants le matin, pendant 10-15 minutes, ils sont assis en cercle, dans la classe, donc assis par terre. C'est souvent de la moquette, dans les classes et donc ils partagent, s'ils ont quelque chose à dire et cetera devant la classe, ou ils amènent un objet, ils parlent de ça. Enfin, il y a des petites choses Mmh. comme ça très, très intéressantes. Ouais. C'est pas tout à fait la même approche, mais je pense que le mélange des 2 serait parfait. Ouais. Quand on veut faire un métier, quel qu'il soit d'ailleurs, ils aiment bien alors il y a toutes sortes de trainings, toutes sortes d'écoles qui peuvent se former à n'importe quoi. Mais oui, ils aiment bien quand même avoir un minimum de on va dire de garantie, de savoir-faire entre les mains. Ouais, quand même. Ensuite, je voudrais aussi parler de dans votre expérience personnelle, le fait de vous être expatriée comme ça, assez tardivement, enfin vous aviez déjà des enfants et cetera. Ça vous a appris sur vous-même? Est-ce que ça a changé des choses dans votre façon de voir le monde, ou alors c'est juste finalement la «même vie» entre guillemets, mais dans un autre pays? C'est intéressant comme question. Oui, c'est un peu la même vie, c'est-à-dire qu'on va toujours au travail, les enfants vont toujours à l'école, c'est à peu près les mêmes activités. On va au cinéma, on va à la plage, on va à la patinoire, on va à la piscine.
c'est un peu la même vie transposée dans un autre environnement, on va dire. Mais c'est vrai que, est-ce que je suis toujours la même personne? Je pense que ça ouvre énormément quand même sur, en fait, le mot qui est venu souvent, c'était juste: «C'est différent». C'est-à-dire qu'il y avait pas de comparaison à avoir, mais c'est juste, c'est différent. Et puis, ça ouvre, je pense, oui, sur le monde parce que je pense que c'est un très bon exemple, ce pays de de vivre ensemble parce qu'il y a toutes les nationalités, il y a toutes les religions, il y a et ça se passe bien. Donc donc moi, je trouve que c'est un très, très bel exemple pour ça et je prends, par exemple, le cas de mes enfants, par rapport à, bah, à l'école où ils avaient, des copains de toute nationalité. Voilà, c'est juste, des amis, des personnes, des êtres humains. Il y a pas de couleur de peau, il y a pas de ceci, de cela, donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Du coup, c'est vrai que pour eux, il y a parfois certaines réflexions, de certains Français qui sont un peu choquants pour eux. Ils comprennent pas pourquoi ils réagissent comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très différent. Après moi, personnellement, oui, je pense que ça à un moment, on se pose un peu la question, qui on est vraiment? Est-ce qu'on est la même personne en fonction de là où on habite? C'est une bonne question. Je suis pas sûre en fait, enfin, on est toujours soi-même, mais en même temps, je pense qu'on est plus riche, quelque Mmh. part. Aussi, donc je sais que ça vous tenait à cœur de parler du fait que vous avez, suivi quelqu'un quand même qui avait, cette opportunité professionnelle ici en Australie. Est-ce Mmh. que justement le fait de suivre son conjoint à l'autre bout du monde, est-ce que vous avez pas eu peur de peut-être, vous oublier ou de mettre vos propres aspirations entre parenthèses? Oui, c'est quelque part, alors je vais pas employer le mot sacrifice, mais quelque part, c'est un peu ça quand même. Parce que effectivement, il y en a un qui va développer sa carrière et qui va faire des trucs, super. Mmh mh. Alors je dis pas que l'autre fait pas des trucs super, c'est juste que c'est, on va dire, un peu moins reconnu déjà, socialement parlant. Rester à la maison à s'occuper des enfants. Bah, j'ai pas trop réfléchi à la question, on va dire, à ce moment-là parce que j'avais un tout petit bébé et donc toute mon énergie, toute mon attention était tournée vers, le bébé et le départ et que tout se passe bien et que tout et qu'on arrive aussi, tous bien et donc moi, ma priorité, c'est que tout le monde aille bien. Donc c'est vrai que je me suis plus, on va dire, concentrée, sur tout ça, que tout le monde s'installe bien, que tout le monde se trouve ses marques, ses repères, et cetera. Oui, on s'oublie un petit peu. En même temps, bon, j'ai rencontré pas mal de gens aussi, assez rapidement, donc Ouais. ça allait. Je me suis pas sentie, isolée, toute seule, perdue, c'était pas ça. Avec un tout petit bébé, je voyais pas très bien comment je pouvais commencer à travailler. Déjà, il fallait que je m'adapte à ce pays, il fallait que je m'occupe aussi des enfants. Donc je pense que c'est quelque chose aussi, oui, effectivement, à peut-être à plus étudier en amont avant de partir pour le conjoint qui suit, que ce soit la femme ou l'homme d'ailleurs. Oui. De peut-être avoir un plan B, c'est-à-dire que si, la personne qui suit ne se sent pas bien, dans ce pays et qu'elle a envie de rentrer ou il a envie de rentrer, bah, que ce soit entendu et qu'il y ait une porte de sortie, en fait. Voilà, Mmh. je dirais ça, de prévoir, une porte de sortie et si jamais, ben, ça ne marche pas, si on se sent pas bien, si on n'arrive pas à s'intégrer ou si on a notre famille nous manque vraiment trop, enfin, pour X raisons, hein. Si on Ouais. peut pas travailler, parce que des fois on peut pas travailler, parce qu'on n'a pas les bons diplômes justement, dans le pays, enfin, Ouais. moi je pense que ça, il faut vraiment, vraiment parler très, très sérieusement avant de s'engager dans un choix comme ça et avant de partir. 2 doivent être d'accord, pour partir et que les 2 doivent être d'accord pour revenir s'il y a besoin. Mmh. Ou alors, en cas de séparation, comme, c'est mon cas, comment ça se passe? Voilà, peut-être prévoir un peu plus aussi si jamais il y a une séparation, ou peut-être un enfant gravement malade ou ce genre de choses, voilà. Ou un parent malade, enfin n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Peut-être Mmh. anticiper un peu plus, ouais, parce que ça va être quand même vraiment challengeant, quoi. Est-ce que oui, c'était dans votre caractère de vous challenger, de partir à l'aventure? Que quand même, faut avoir une sacrée force de caractère pour, tout plaquer et aller à l'autre bout du monde. Eh ben, pas du tout. Je suis pas du tout aventurière. Pas du tout. Moi j'étais plutôt, routine, plan-plan. Ceci dit, j'avais envie plus jeune, avant d'avoir mes enfants et juste après mon mariage, j'avais envie de faire un tour du monde.
Et en fait, ça s'est pas fait parce que, bah, financièrement, c'était pas trop possible et puis voilà, enfin bon bref, moi j'étais très motivée mais pas mon mari à l'époque donc du coup, ça s'est pas fait. Mmh. Après j'ai eu mes enfants donc j'ai fait un autre, style de tour du monde et puis après, bah, il y a eu cette opportunité-là donc effectivement, c'est vraiment pas un choix facile de tout plaquer comme vous dites. C'est vrai que Ouais. c'est pas du tout, évident et à un moment d'ailleurs ça c'est une transition mais moi j'appelle ça une petite mort en fait. On se retrouve à un moment juste avec nos valises. On n'a plus de maison, on n'a plus de Ouais. voiture, on quitte un pays, on va dans un autre, mais on n'a que nos valises, on n'a que nous. C'est assez bizarre comme sensation. On n'a plus rien et voilà, on ouvre une porte, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Ouais. Donc oui, ça, c'est assez, déstabilisant. Donc voilà, on ferme quelque chose et on ouvre autre chose. Mais après ça développe, enfin, moi, ça a développé chez moi un peu plus le sens du voyage. Donc maintenant, j'arrive à partir toute seule, un peu partout et ça me pose pas de problème. Alors que si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais pas voyagé autant. Donc aujourd'hui, vous faites, est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille. Donc aujourd'hui, j'enseigne le français et j'enseigne, le yoga. Est-ce que, aujourd'hui, l'Australie, du coup, vous y restez, vraiment par choix ou c'est vraiment aussi pour être avec vos enfants, tout simplement? C'est effectivement pour l'instant, en toute honnêteté, j'ai pas trop envie de partir parce que bon, ma vie est installée ici. Voilà et puis c'est vrai que, ben, au niveau de la scolarité de mon fils, ce serait un petit peu compliqué, je pense, pour lui de revenir en France. Donc oui, j'attends que, quelques années, on va dire 4 5 ans, que les études soient terminées, pour les enfants et puis oui, je me reposerai la question à ce moment-là, mais je sais pas trop, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y en a un qui est déjà reparti en France, donc peut-être je vais être un petit peu, partagée entre les 2. Je ne sais pas si j'ai la chance de pouvoir, partir quelques semaines ou quelques mois en France, tous les ans ou tous les 2 ans, et que je peux continuer à travailler en ligne, ben, c'est parfait. Donc vous me disiez que vous pratiquez le yoga et comment vous avez découvert cette pratique et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette pratique? Bah, déjà, pour la petite histoire, je dis souvent que je ne suis pas allée au yoga, mais c'est le yoga qui est venu à moi. Parce Mmh. qu'en fait, je ne cherchais pas du tout le yoga, mais en fait, donc il y a, plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé à m'intéresser à ces pratiques-là. J'étais dans un moment de ma vie où j'avançais plus beaucoup et puis, j'avais surtout besoin de me détendre. Donc j'ai commencé par, la sophrologie, la relaxation, où je me suis formée à ça au départ. J'ai commencé à prendre des cours de yoga et puis au début, j'ai pas trop compris pourquoi on pratiquait les yeux fermés, qu'est-ce qu'il fallait ressentir, enfin, c'était très étrange pour moi. Puis petit à petit, ben, j'ai compris. J'ai intégré des choses, j'ai vu que ça me faisait du bien et cetera et puis j'avais une très bonne, prof, mais qui est partie, elle, faire un tour du monde aussi à un moment et puis je me suis dit: «Bah, mince, j'ai plus de prof». Donc j'ai décidé de me former. Je me suis dit: «Ben, je vais être ma prof». Donc je me suis formée, j'ai fait, 3 écoles de yoga en tout. Je suis formée au hatha yoga et au kundalini yoga que j'enseigne aujourd'hui. Ici, c'est vrai que le yoga en Australie est très postural, hein, c'est beaucoup des postures, c'est plutôt un peu du fitness, on va dire. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, dans le yoga, de toute façon, le yoga, c'est pas que les postures, justement. Mmh. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qu'il y a au-delà de la posture, c'est toute la philosophie qu'il y a derrière, à travers les Védas, les textes anciens, etc., qui sont d'une richesse incroyable et qu'il faut absolument partager. C'est un trésor de l'humanité. Quelle est la philosophie derrière justement, cette pratique? Parce que moi je connais pas du tout, donc je sais que c'est quand même assez ça peut être, assez spirituel, enfin en lien avec la spiritualité. Si vous, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, alors dans ce terme spiritualité, faut faire attention parce que c'est vrai que Ouais. c'est un peu tout et on met un peu tout dedans. Déjà, je pense que c'est important de dire que tout ce processus, je l'ai fait d'abord pour moi, Mmh. pour me connaître moi. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la connaissance de soi, qui n'est pas exactement comme le développement personnel, mais que dont le développement personnel, s'est servi pour développer des techniques ou des méthodes, diverses et variées. Mais en fait, on développe surtout, voilà, dans la connaissance de soi, c'est qu'on n'est pas juste un corps, voilà, ou on n'est pas juste une tête, Ouais. il y a tout un tas de phénomènes et de
de choses, énergétiques, plein de choses qui se passent dont on n'a pas forcément conscience. On parle beaucoup d'invisible, alors comme c'est pas très facile à expliquer parce que c'est vraiment du ressenti pur, Ouais. mais voilà, avec des pratiques de respiration, sérieuses et profondes, avec des pratiques de méditation, longues ou intenses, avec des mantras, avec on développe quelque chose d'autre, en fait. On utilise son corps, on utilise sa tête, différemment, on est beaucoup plus conscience de qui on est, en fait, hein, parce que c'est un peu ça dans le Tattva Bodha, c'est ce qu'on dit, c'est, «Qui suis-je, en fait?» Mmh. «Je suis quoi? Je suis qui?» Donc tout ça, ça permet ça rejoint un peu la question tout à l'heure de: «Est-ce qu'on est toujours la même personne là où on est?» Oui, bien sûr, parce qu'on est avant tout, ben, dans cette spiritualité, on dirait, on est avant tout une âme. Donc oui, ça ne change pas. Après, ce qui change, c'est toute l'expérience de vie, que l'on fait, que ce soit, ici ou ailleurs, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait? En gros, qu'est-ce qu'on fait de sa vie et comment on traverse, les épreuves qui ne sont pas des épreuves en disant: «Voilà, faut souffrir» ou non, ce sont Mmh. que des expériences et ce que je retire de tout ça, c'est de n'importe quelle situation qui se passe dans ma vie, c'est Oui. quelle leçon j'en retire? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans et qu'est-ce que j'en fais et comment j'avance? Voilà et ça, c'est quelque chose, ce sont des outils alors ça paraît très simple de dire ça comme ça, mais en fait, c'est très, enfin, j'ai eu beaucoup de chance de connaître tout ce que je connaissais, au moment de ma séparation, par exemple, parce que ça m'a beaucoup aidée à rester stable intérieurement et dans mon système nerveux. Sinon, on peut vite perdre pied et vraiment entrer dans une confusion totale, alors que non, ça permettait de maintenir un cap et parce que c'était déjà bien ancré et bien intégré depuis longtemps. Vraiment, j'invite tout le monde, enfin, toutes les personnes qui s'intéressent à ce genre de philosophie de sagesse, hein. Alors la sagesse, ça veut pas dire accepter tout, ça veut pas dire non plus, faire tout pour tout le monde, mais c'est voilà, essayer de vivre sa vie, on va dire, la plus alignée possible, dans ses choix justement. Donc que ce soit un choix de vie de vivre à l'étranger ou pas. Donc c'est très complet, hein, en fait. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un, par exemple, qui traverse une difficulté dans sa vie, peu importe laquelle, plus ou moins difficile? Concrètement, est-ce que vous avez des outils? Justement, vous disiez tout à l'heure des choses qui vous ont aidé à rester ancré pour, rester stable et cetera. Des pratiques simples, qui vous ont aidé vous? Oui. Alors, il y a, effectivement plusieurs aspects, déjà peut-être à prendre en compte parce qu'il y a tout l'aspect, par exemple psychologique pur. Mmh. Ensuite, il y a l'aspect plutôt énergétique. Il y a aussi l'aspect physique, donc qu'est-ce que je ressens dans mon corps et cetera et il y a l'aspect émotionnel. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, une science holistique parce que ça vient vraiment toucher tous les aspects de l'être, de l'être. Ouais. Donc, si on n'a jamais pratiqué, c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que c'est difficile pour quelqu'un qui n'aurait jamais pratiqué de dire: «Bah, tiens, je vais me mettre à la méditation parce que je me sens pas bien». C'est très bien, hein, l'idée est très bonne, mais il faut pas, s'attendre à ce que ça ait des effets, immédiats. Par contre, il y a des petites choses comme la cohérence cardiaque, il y a des petites applications là avec la Ah petite oui. page qui descend. Ouais. Ça peut être des petites choses comme ça. Donc il y a tout un tas de respirations. Il y a aussi, je pense que ça prend 3 minutes, hein. C'est, bien ressentir son corps et surtout bien, s'ancrer. Donc travailler au niveau de l'ancrage, au niveau du bassin, au niveau des pieds, se dire par exemple de temps en temps dans la journée, voilà, je me tiens debout et où sont mes pieds? Comment ils sont placés sur le sol? Ce genre de choses. Sentir un peu comme les racines qui s'enracinent dans le sol parce que ça aide vraiment à s'ancrer dans la matière et dans le monde qui nous entoure. La gestion émotionnelle, ben, ça peut être aussi des exercices, qui vont être, facilités par la respiration ou des images, de visualisation mentale, de la relaxation, des choses, voilà, faire le vide, ça n'existe pas, mais par exemple s'imaginer dans un paysage agréable, en train de se détendre, je sais pas moi, sur l'eau, sur le ce genre de petites choses. Il faut que ça reste simple, surtout si on n'a jamais vraiment pratiqué, il faut que ça reste très, très simple parce que sinon on va se décourager très vite, on va dire: «Ça marche pas» et puis «J'ai pas le temps» et puis, voilà. Donc mais si on pratique, au moins, enfin quelques minutes tous les jours, ça c'est la régularité comme tout, hein, qui faut le résultat et puis après je dirais pour ceux qui aiment ça, c'est, des massages, le retour au corps, se être massé, ça c'est quelque chose d'important pour détendre, hein, détendre les nœuds, les tensions, faire, en sorte que le système nerveux puisse récupérer.
Si c'est possible d'éviter les somnifères, c'est pas toujours possible, surtout si on a des problèmes de dépression. Il faut accepter de se faire aider aussi de ce côté-là, où c'est nécessaire. Mais si on n'en est pas là, on peut utiliser, je sais pas moi, de la camomille, de la mélatonine, des choses un Mmh. peu plus, douces. L'acupuncture marche très, très bien aussi. L'acupuncture, c'est très, très bien pour réguler tout le système nerveux, le système digestif, les émotions, tout ça. Ça marche très bien. C'est de la médecine chinoise et ça suit donc donc c'est avec des aiguilles qu'on met à différents endroits du corps selon, ce qu'on appelle des méridiens, ce qu'on comme des grands canaux, d'énergétiques, dans le corps. Oui. Et en fonction de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit ou des symptômes physiques qu'on peut ressentir, l'acupunctrice ou l'acupuncteur va dire: «Bah, tiens, ça correspond par exemple au foie», donc le foie, on sait que c'est plutôt la colère. Si on a plutôt des problèmes de reins, ça va être plutôt associé à la peur. Donc en fait, ils associent aux organes comme ça des émotions et en fonction de ce qu'on va décrire, de notre état émotionnel, notre état physique, la fatigue, l'appétit et cetera, le praticien pourra, dire, enfin, appliquer ses aiguilles là où ça peut faire du bien. Alors on est plus ou moins réceptif, hein, c'est comme tout, mais en tout cas, ça peut vraiment donner des résultats vraiment intéressants. La pratique du yoga en elle-même, c'est bien si on peut faire quelques minutes d'étirement, de Mmh. respiration, ça fait toujours du bien effectivement de libérer ses hanches, de faire bouger la colonne vertébrale, les épaules et les articulations, ça fait forcément toujours du bien. C'est une autodiscipline, mais douce, hein, c'est pas on n'est pas obligé de pratiquer 2 heures par jour, hein, donc voilà, en quelques minutes, prendre soin de soi, c'est ça, en fait. C'est Mmh. accorder du temps, voilà et ça peut changer quand même, le reste de la journée ou la nuit si on pratique le soir. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que signifie réussir sa vie? Et est-ce que cette définition, a changé avec le temps? Oui, je pense qu'effectivement, ça évolue avec le temps. Réussir sa vie, pour moi, bah, c'est être aligné avec ses choix et être aligné avec ses valeurs et sortir de ses limitations. Et aussi, je dirais pour finir, cette partie-là, essayer de voir le positif en tout. C'est pas toujours facile, mais il y en a quand même et si on se lève, le matin en disant, «Chouette, j'ai une belle journée à vivre» et qu'on a des moments où on se sent heureux. Pour moi, se sentir heureux, c'est ça, réussir sa vie. Si on est heureux sans raison, c'est-à-dire qu'on va pas se dire, «Quand j'aurai, une nouvelle voiture, quand j'aurai, une nouvelle maison, quand j'aurai ceci». Non, le bonheur, en fait, il peut être là, le bonheur, c'est pas le but. Le bonheur, c'est le chemin. Donc, Mmh. c'est saisir, tous ces petits instants, dans la journée qui nous apportent, du plaisir, de la joie. Ça, pour moi, c'est ça, réussir sa vie, c'est être heureux. Voilà, tout simplement. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui dans votre vie? Je dirais que, bah, je suis fière de la très belle relation que j'ai avec mes 3 enfants. Parce qu'on s'entend vraiment très bien. Il y a beaucoup de respect entre nous et Mmh. beaucoup d'amour bien sûr, mais ce sont de très belles relations, que j'ai avec mes enfants et c'est que c'est un cadeau pour moi. Donc je suis vraiment, très heureuse de ça et très très enfin fière, j'aime pas tellement ce mot-là, reconnaissante on va Mmh. voilà, j'ai de la gratitude pour ces belles relations-là et puis bon, les relations aussi que j'ai avec, tous mes amis, ici aussi. Et puis, ben, quelque part, je suis aussi fière d'en être là où j'en suis aujourd'hui, parce que ça c'est pas parfait, mais ça pourrait être pire. Ouais. C'est très bien. J'ai un toit, j'ai à manger tous les jours, ça va. Parfait. Ensuite, si vous pouviez donner, 3 ressources qui vous ont particulièrement inspiré ces dernières années, ces derniers temps, que ce soit, film, podcast, livre, ce que vous voulez, lesquels ça serait? Alors, il y en a un qui me vient tout de suite, c'est un livre de John Kabat-Zinn qui a démocratisé la, mindfulness, aux États-Unis et puis après un peu partout dans le monde. Ça s'appelle, «Où tu vas, tu es». Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, voilà, je suis toujours la même personne, quel que soit, l'environnement dans lequel, je me trouve. Ça, c'est un très bon, je trouve, un très bon livre. Après, c'est des choses un peu plus spécifiques, relatives au yoga. Par exemple, il y a, la Bhagavad Gita qui est un livre, mais bon, c'est assez long à étudier, mais qui date de milliers d'années, mais qui est toujours, d'actualité et on peut toujours s'en servir, aujourd'hui. Et sinon, il y en a un autre peut-être qui serait plus abordable, ça s'appelle,
de Tattva Bodha, qui est un livre pareil qui est assez connu dans le monde du yoga et qui est un peu, comment dirais un chemin pour être soi, en fait, encore une fois, juste qui on est. Bon, après moi je suis passionnée, hein, par ça, donc c'est pas le cas de tout le monde, mais je en tout cas pour moi, je trouve que c'est important de savoir qui on est et où on va. Parce que, comme on dit, si on sait pas, si le navire ne sait pas dans quel port il va arriver, il va aller à droite, à gauche, mais il va peut-être se perdre. C'est important de savoir, dans au moins dans les grandes lignes, où on va et ce qu'on veut faire. Et pour ça, il sait bien se connaître et si on se connaît bien, on fait les bons choix. Comment, par exemple, face à quelqu'un qui est complètement perdu, est-ce que vous auriez des conseils pour, trouver une direction et qui a du sens? Alors je ne donnerai pas de conseils parce que c'est vraiment très, très personnel à chacun. Je peux faire partager mon expérience ou un point de vue, mais Oui. mais je donnerai pas de conseils. Mais oui, trouver le sens, c'est très important. Enfin, en tout cas, dans ma vie, c'est très important de toujours trouver un sens à tout. Mais c'est aussi bien de savoir comment. Après, dans l'étape, aider les autres pour me sentir mieux, bien sûr que c'est tout à fait salutaire, mais il faudrait d'abord, je pense, travailler enfin, entre guillemets, c'est pareil, c'est l'expression «travailler sur soi», mais disons, faire déjà le tour de soi-même avant de faire le tour du monde, hein, en fait. Si déjà on fait le tour de soi-même et qu'on se connaît bien et qu'on arrive à comprendre, parce que c'est aussi ça, dans les textes du yoga, c'est comprendre nos mécanismes intérieurs, parce que c'est très décortiqué, hein, tout ça dans les textes et dans les Védas. Comment on fonctionne, intérieurement, comment fonctionne notre mémoire, comment fonctionne notre intellect, comment fonctionnent, nos émotions et cetera. Par exemple, on dit, on n'est pas nos émotions. Je suis pas la peur et c'est vrai. Mais quand on est dans cet état-là où on est un peu perdu et en état de confusion, on ne sait pas. On Mmh. n'arrive pas à se détacher de tout ça et tout est mélangé. Donc d'abord faire un processus qui permettra de comprendre des mécanismes sur soi. Si on a des traumas, il y a des très bons thérapeutes, hein. Moi, j'hésite jamais à me faire aider, quand j'ai besoin. Il y a des très bons coachs, des très bons thérapeutes spécialisés dans certains voilà, selon ce dont on a besoin. Ne pas hésiter parce que c'est aussi notre responsabilité de trouver ces solutions-là pour s'aider soi-même. Et une fois qu'on peut s'aider soi-même, alors on peut aider l'autre. C'est le Mmh. fameux, système de masque à oxygène dans l'avion. D'abord je respire et ensuite je peux aider les autres. C'est ça. D'abord prendre soin de soi et ensuite je pourrai aider les autres. Si je vous disais que vous pouviez parler à la vous de début de l'âge adulte, qu'est-ce que vous aimeriez, vous dire à vous-même? Je lui dirais, je pense, «Tu vas voir, la vie elle est pleine de surprises, mais tu vas y arriver». Et enfin, je vais vous poser la question signature du podcast. Ça veut dire quoi pour vous, oser être soi? Ben, oser être soi, c'est justement, sortir des conditionnements. Sortir des conditionnements, c'est ce qu'apprend le Kundalini Yoga, entre autres, parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'injonctions de partout, hein, de culturelles, de la société, de nos familles, de l'histoire du pays, de tout ça, de ce qu'on attend de nous. Je pense que quand on arrive à sortir de ce qu'on attend de nous pour, être vraiment, encore une fois, aligné et là, on pourrait plutôt parler de peut-être vous connaissez ce mot de dharma. Si on est plus dans son dharma, c'est-à-dire dans ce qui est vraiment pour nous, dans cette Ouais. vie-là, et bah, c'est ça, oser être soi. C'est de dire: «Bah, non, ça, ce que papa et maman ont choisi pour moi, ou quelqu'un d'autre, bah, ça non, c'est pas pour moi, je change». Ou bien, on peut s'engager dans une voie et s'apercevoir qu'à un moment, bah, non, finalement, c'est pas du tout fait pour nous et s'autoriser à changer et s'autoriser à vivre, toutes sortes d'expériences. Comme on dit toujours, à partir du moment où ça ne nuit à personne, où c'est juste un enrichissement personnel, où c'est vraiment pour avancer sur son chemin personnel, bah, c'est OK. Donc oser être soi, c'est oser faire ses choix et voilà, sortir des conditionnements, je dirais. On arrive, à la fin de cet épisode. Ça m'a fait plaisir de partager, un petit bout de mon histoire, puis j'espère Ouais. que Non, ça intéressera, les auditeurs. c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir Avec plaisir. parlé et donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.